Fortuné demeura surpris d'entendre ce que le roi et la reine lui disaient. Il avait trop d'esprit pour ne pas pénétrer les mauvaises intentions de cette princesse, mais sa douceur ne lui permit pas de s'en expliquer, et, sans rien répondre, il la laissa toujours parler, se contentant de faire de profondes révérences que le roi prit pour de nouvelles prières de lui accorder la permission qu'il souhaitait. « Allez donc, lui dit-il en soupirant. Allez, où la gloire vous appelle. Je sais que vous avez tant d'adresse dans les choses que vous faites, et particulièrement aux armes, que ce monstre aura peut-être de la peine à éviter vos coups. Sire, répliqua le chevalier, de quelque manière que je me tire du combat, je serai satisfait. Je vous délivrerai d'un fléau terrible, ou je mourrai pour vous. Mais honorez-moi d'une faveur qui me sera infiniment chère. Demandez tout ce que vous voudrez, dit le roi. J'ose, continua-t-il, demander votre portrait. Le roi lui sut beaucoup de gré de songer à son portrait, dans un temps où il avait lieu de s'occuper de bien d'autres choses. Et la reine ressentit un nouveau chagrin qui ne lui eût pas fait la même prière. Mais il aurait fallu avoir de la bonté de reste pour vouloir le portrait d'une si méchante personne. Le roi, retourné dans son palais et la reine dans le sien, Fortuné, bien embarrassé de la parole qu'il avait donnée, fut trouver son cheval et lui dit « Mon cher camarade, il y a bien des nouvelles. »« Je les sais déjà, Seigneur, » répliqua-t-il. « Que ferons-nous donc » ajouta Fortuné. « Il faut partir au plus tôt, » répondit le cheval. « Prenez un ordre du roi par lequel il vous ordonne d'aller combattre le dragon. Nous ferons ensuite notre devoir. » Ce peu de mots consola notre jeune chevalier. Il ne manqua pas de se rendre le lendemain de bonne heure chez le roi, avec un habit de campagne aussi bien entendu que tous les autres qu'il avait pris dans le coffre de Maroquin. Aussitôt que le roi l'aperçut, il s'écria « Quoi, vous êtes prêt à partir ? L'on ne peut avoir trop de diligence pour exécuter vos commandements, sire, répliqua-t-il. Je viens prendre congé de vous. Le roi ne put s'empêcher de s'attendrir, voyant un chevalier si jeune, si beau, si parfait, sur le point de s'exposer au plus grand péril où un homme pouvait jamais se mettre. Il l'embrassa et lui donna son portrait enrichi de gros diamants. Fortuné le reçut avec une joie extraordinaire. Les grandes qualités du roi l'avaient touché à tel point qu'il n'imaginait rien au monde de plus aimable que lui, et, s'il souffrait en le quittant, c'était bien moins par la crainte d'être englouti par le dragon que par la privation d'une présence si chère. Le roi voulut que son ordre particulier pour Fortuné d'aller combattre en renfermant un général à tous ses sujets de lui aider, de lui donner les secours dont il pourrait avoir besoin. Ensuite, il prit congé du roi, et, pour qu'on n'eût rien à remarquer dans sa conduite, il alla chez la reine, qui était à sa toilette entourée de plusieurs dames. Elle changea de couleur lorsqu'il parut. Que n'avait-elle pas à se reprocher sur son chapitre? Il la salua respectueusement et lui demanda si elle voulait l'honorer de ses ordres, qu'il allait partir. Ce mot acheva de la déconcerter, et Floride, qui ne savait rien de ce que la reine avait tramé contre le chevalier, resta fort éperdue. Elle aurait bien voulu l'entretenir en particulier, mais il fuyait des conversations si embarrassantes. « Je prie les dieux, » lui dit la reine, « de vous faire vaincre et de vous ramener triomphant. » Madame, répliqua le chevalier, votre majesté me fait trop d'honneur. Elle sait assez le péril où je m'expose. Je ne l'ignore pas non plus. Cependant, je suis tout plein de confiance. Peut-être que dans cette occasion, je suis le seul qui espère. La reine entendit bien ce qu'il voulait dire. Sans doute qu'elle aurait répondu à ce petit reproche s'il y avait eu moins de monde dans sa chambre. Enfin, le chevalier se rendit chez lui. Il ordonna à ses 7 excellents domestiques de monter à cheval et de le suivre, parce que le temps était venu d'éprouver ce qu'il savait faire.
il n'y en eut aucun qui ne témoignât de la joie de pouvoir le servir. Ils ne tardèrent pas 1 heure à mettre tout en ordre, et ils partirent avec lui, l'assurant qu'ils ne négligeraient rien pour sa satisfaction. En effet, quand ils se trouvaient seuls dans la campagne, et qu'ils ne craignaient point d'être vus, chacun faisait preuve de son adresse. Trinquet buvait l'eau des étangs et pêchait le plus beau poisson pour le dîner de son maître. Léger, de son côté, attrapait les cerfs à la course, et prenait un lièvre par les oreilles, quelque rusé qu'il fût. Le bon tireur ne faisait quartier ni aux perdreaux ni aux faisans, et quand le gibier était tué d'un côté, la venaison de l'autre, et le poisson hors de l'eau, Fortéchine s'en chargeait gaiement. Il n'y avait pas jusqu'à Fine-Oreille qui ne se rendît utile. Il écoutait sortir de la terre les truffes, les morilles, les champignons, les salades, les herbes fines. Ainsi, Fortuné n'avait presque pas besoin de mettre la main à la bourse pour les frais de son voyage. Il se serait assez bien diverti à voir tant de choses extraordinaires s'il n'avait pas eu le cœur tout rempli de ce qu'il venait de quitter. Le mérite du roi lui était toujours présent, et la malice de la reine lui semblait si grande qu'il ne pouvait s'empêcher de la détester. Il marchait, abîmé dans une profonde rêverie, quand il en fut tiré par les cris perçants de plusieurs personnes. C'étaient de pauvres paysans que le dragon dévorait. Il en vit quelques-uns qui, s'étant échappés, fuyaient de toute leur force. Il les appela sans qu'ils voulussent s'arrêter. Il les suivit et leur parla. Il sut par eux que le monstre n'était pas éloigné. Il leur demanda comment ils faisaient pour s'en garantir. Ils lui dirent que l'eau était rare dans le pays, que l'on n'y en buvait que de pluie, et que pour la conserver, ils avaient fait un étang, que le dragon, après bien des courses, y venait boire, qu'il faisait de grands cris en arrivant, qu'on les entendait d'une lieue, qu'alors tout le monde effrayé se cachait, fermant les portes et les fenêtres des maisons. Le chevalier entra dans une hôtellerie, bien moins pour se reposer que pour prendre les bons avis de son joli cheval. Quand chacun se fut retiré, il descendit dans l'écurie. Il lui dit: « Camarade, que ferons-nous pour vaincre le dragon ?»« Seigneur, lui dit-il, j'y rêverai cette nuit, et je vous en rendrai compte demain matin. » Il lui dit, lorsqu'il y retourna: « Je suis d'avis que Fine-Oreille écoute si le dragon est proche. » Aussitôt, Fine-Oreille se coucha par terre. Il entendit les cris du dragon, qui était encore à 7 lieues de là. Quand le cheval le sut, il dit à Fortuné: « Commandez à Trinquet d'aller boire toute l'eau du grand étang, et que Fortéchine y porte assez de vin pour le remplir. Il faudra mettre autour des raisins secs, du poivre et plusieurs choses qui altèrent. Commandez aussi que les habitants se renferment chacun dans leur maison. Et vous-même, Seigneur, ne sortez pas de celle que vous choisirez avec tous vos gens. Le dragon ne tardera pas de venir boire à l'étang. Le vin lui semblera bon, et vous verrez qu'on en viendra à bout. » Dès que Camarade eut achevé de régler ce qu'on devait faire, chacun s'employa à ce qui lui était ordonné. Le chevalier entra dans une maison dont les vues donnaient sur l'étang. Il y était à peine que l'affreux dragon y vint. Il but un peu, ensuite il mangea le déjeuner qu'on lui avait préparé, et puis il but tant et tant qu'il s'enivra. Il ne pouvait plus se remuer. Il était couché sur le côté, la tête penchée et les yeux fermés. Quand Fortuné le vit ainsi, il jugea bien qu'il n'y avait pas un moment à perdre. Il sortit l'épée à la main, l'attaqua avec un courage merveilleux. Le dragon, se sentant percé de tous côtés, voulait s'élever et fondre sur le chevalier. Mais il n'en avait pas la force. Il perdait tout son sang, et le chevalier, ravi de l'avoir réduit dans cette extrémité, appela ses gens pour lier ce monstre avec des cordes et des chaînes, voulant ménager au roi le plaisir et la gloire de lui donner la mort. De sorte que, n'ayant plus rien à craindre, ils le traînèrent jusqu'à la ville. Fortuné marchait à la tête de son petit cortège. En approchant du palais, il envoya Léger pour apprendre au roi la bonne nouvelle d'un succès si avantageux. Mais cela paraissait presque incroyable, jusqu'à ce que l'on vît paraître ce monstre sur une machine faite exprès, où il était garrotté. Le roi descendit, et il embrassa Fortuné. « Les dieux vous réservaient cette victoire, lui dit-il,
et je ressens moins la joie de voir cet horrible dragon dans l'état où vous l'avez réduit que de vous voir, mon cher chevalier. Sire, répliqua-t-il, votre majesté peut lui donner les derniers coups. Je ne l'ai amené que pour les recevoir de votre main. Le roi tira son épée et acheva de tuer le plus cruel de ses ennemis. Tout le monde jetait des cris de joie et des acclamations pour un succès si inespéré. Floride, toujours inquiète, ne demeura pas longtemps sans apprendre le retour du beau chevalier. Elle courut l'annoncer à la reine, qui demeura si surprise et si combattue par son amour et par sa haine qu'elle ne pouvait répondre à ce que lui disait sa favorite. Elle s'était reproché 100 et 100 fois le mauvais tour qu'elle lui avait joué, mais elle aimait mieux le voir mort que de le voir indifférent, de sorte qu'elle ne savait si elle était bien aise ou fâchée qu'il revînt dans une cour où sa présence allait encore troubler le repos de sa vie. Le roi, impatient de lui raconter l'heureux succès d'une aventure si extraordinaire, entra dans sa chambre appuyé sur le chevalier. « Voici le vainqueur de dragon, dit-il à la reine, qui vint de me rendre le service le plus signalé que je pouvais souhaiter d'un fidèle sujet. C'est vous, madame, à qui il a parlé la première de l'envie qu'il avait de combattre ce monstre. J'espère que vous lui tiendrez compte du péril où il s'est exposé. » La reine, composant son visage, honora Fortuné d'un accueil gracieux et de 1000 louanges. Elle le trouva encore plus aimable que lorsqu'il partit. Et son attention à le regarder ne lui fit que trop entendre que son cœur était encore blessé. Elle ne voulut pas se fier à ses yeux, de s'en expliquer tout seul, et, un jour qu'elle était à la chasse avec le roi, elle feignit de ne pouvoir pas suivre les chiens parce qu'elle était incommodée. Alors, se tournant vers le jeune chevalier, qui n'était pas éloigné, « Vous me ferez plaisir, lui dit-elle, de rester auprès de moi. Je veux descendre et me reposer un peu. »« Allez, ajouta-t-elle à ceux qui l'accompagnaient, ne quittez pas mon frère. » Aussitôt, elle mit pied à terre avec Floride et s'assit au bord d'un ruisseau, où elle demeura quelque temps dans un profond silence. Elle rêvait au tour qu'elle donnerait à son discours. Enfin, levant les yeux, elle les attacha sur le chevalier et lui dit : « Comme les bonnes intentions ne se manifestent pas toujours, je crains que vous n'ayez point pénétré les motifs qui m'engagèrent de presser le roi de vous envoyer combattre le dragon. J'étais sûre, par un pressentiment qui ne m'a jamais trompée, que vous en sortiriez en homme de courage, et vos envieux parlaient si mal du vôtre, parce que vous n'êtes point allé à l'armée, qu'il fallait une action aussi éclatante que celle-ci pour leur fermer la bouche. Je vous aurais bien communiqué ce qui se disait là-dessus, continua-t-elle, et j'aurais peut-être dû le faire, sans que je me persuadais que votre ressentiment aurait des suites, et qu'il valait mieux faire taire les mal intentionnés par votre conduite intrépide dans le péril que par une autorité qui marque plutôt qu'on est favori que soldat. Vous voyez à présent, chevalier, continua-t-elle, que j'ai pris un sensible intérêt à tout ce qui vous est arrivé de glorieux, et que vous auriez grand tort d'en juger d'une autre manière. La distance qui nous sépare est si grande, madame, répondit-il modestement, que je ne suis pas digne de l'éclaircissement que vous voulez bien me donner, ni du soin que vous avez pris de hasarder ma vie pour ménager mon honneur. Le ciel m'a protégé, avec plus de bonté que mes ennemis ne le souhaitaient, et je m'estimerais toujours heureux d'employer pour le service du roi et le vôtre une vie dont la perte m'est plus indifférente qu'on ne le pense. » Le respectueux reproche de Fortuné embarrassa la reine. Elle sentit bien tout ce qu'il voulait lui dire, mais elle le trouvait trop aimable pour chercher à l'éloigner par quelque réponse trop aigre. Au contraire, elle feignit d'entrer dans ses sentiments et se fit redire avec quelle adresse il avait vaincu le dragon. Fortuné n'avait garde d'apprendre à personne que c'était par le secours de ses gens. Il se vantait d'être allé au-devant de ce redoutable ennemi, et que sa seule adresse et même sa témérité l'avaient tiré d'affaire. Mais la reine, ne songeant presque plus à ce qu'il lui racontait, l'interrompit pour lui demander
s'il était à présent bien convaincu de la part qu'elle prenait dans tout ce qui le regardait. Cette conversation allait être poussée plus loin lorsqu'il lui dit « Madame, je viens d'entendre le son d'un corps. Le roi approche. Votre Majesté ne veut-elle pas monter à cheval pour aller au-devant de lui ?» « Non, dit-elle, d'un air plein de dépit. Il suffit que vous y alliez. »« Le roi me blâmerait, madame, ajouta-t-il, si je vous laissais seule dans un endroit où vous pouvez courir quelque risque. »« Je vous dispense de tant d'inquiétude, ajouta-t-elle d'un ton absolu. Allez, votre présence m'importune. » À cet ordre, le chevalier lui fait une profonde révérence, monte à cheval et se dérobe à sa vue, inquiet du succès que pourrait avoir ce nouveau ressentiment. Il consulta là-dessus son beau cheval. « Apprends-moi, camarade, lui dit-il, si cette reine trop tendre et trop colère trouvera encore quelque monstre pour m'y livrer. »« Elle ne trouvera qu'elle, répondit le joli cheval, mais elle est plus dragonne que le dragon que vous avez tué, et elle exercera suffisamment votre patience et votre vertu. »« Ne me fera-t-elle point perdre les bonnes grâces du roi ?» s'écria-t-il. « Voilà tout ce que je crains. » « Je ne peux pas vous révéler l'avenir, dit Camarade. Qu'il vous suffise que je veille à tout. » Il n'en dit pas davantage, parce que le roi parut au bout d'une allée. Fortuné le joignit, et il lui apprit que la reine s'était trouvée mal, et lui avait ordonné de rester auprès d'elle. « Il me semble, dit le roi en souriant, que vous êtes assez bien dans ses bonnes grâces, et c'est à elle que vous ouvrez votre cœur préférablement à moi, car enfin, je n'ai point oublié que vous la priâtes de vous procurer la gloire d'aller combattre le dragon. »« Sire, répliqua le chevalier, je n'ose me défendre de ce que vous dites, mais je peux assurer votre majesté que je mets une grande différence entre vos bonnes grâces et celles de la reine. Et s'il était permis à un sujet d'avoir son souverain pour confident, je me ferais une joie bien délicate de vous déclarer tous les sentiments de mon cœur. » Le roi l'interrompit pour lui demander où il avait laissé la reine. Pendant qu'il l'allait joindre, elle se plaignait à Floride de l'indifférence de Fortuné. « Sa vue me devient odieuse, s'écriait-elle. Il faut qu'il sorte de la cour, ou que je la quitte. Je ne saurais plus souffrir un ingrat qui ose me témoigner tant de mépris. Et quel est le mortel qui ne s'estimerait pas heureux de plaire à une reine toute puissante dans cet état? Il n'y a que lui au monde. Ah, les dieux l'ont réservé pour troubler tout le repos de ma vie. » Floride n'était point fâchée du chagrin que sa maîtresse avait contre Fortuné, et, bien loin de l'apaiser, elle l'aigrissait en lui rappelant 1000 circonstances qu'elle n'avait peut-être pas voulu remarquer. Son dépit augmenta encore, et lui fit concevoir un nouveau dessein pour perdre le pauvre chevalier. Dès que le roi fut auprès d'elle, et qu'il lui eut témoigné son inquiétude pour sa santé, elle lui dit « Je vous avoue que je me trouvais assez mal, mais il est difficile de ne pas guérir avec Fortuné. Il est réjouissant, ses visions sont plaisantes. Vous saurez, continua-t-elle, qu'il m'a prié d'obtenir une nouvelle grâce de votre majesté. Il la demande avec la dernière confiance de réussir dans l'entreprise du monde la plus téméraire. » « Quoi, ma sœur, s'écria le roi, veut-il aller combattre quelque nouveau dragon ?
C'en est plusieurs à la fois, dit-elle, qu'il s'assure de vaincre. Vous le dirai-je. Enfin, il se vante d'obliger l'empereur à nous rendre tous nos trésors, et que pour cela il ne lui faut point d'armée. Quel dommage, répliqua le roi, que ce pauvre garçon soit tombé dans une folie si extraordinaire. Son combat contre le monstre, ajouta la reine, ne lui laisse plus concevoir que de grands desseins. Et que hasardez-vous en lui donnant la permission de s'exposer encore pour votre service? Je hasarde sa vie qui m'est chère, répliqua le roi. J'aurais une peine extrême de le faire périr de gaieté de cœur. De quelque manière que la chose tourne, il est donc infaillible qu'il mourra, dit-elle, car je vous assure qu'il a une si forte passion d'aller recouvrer vos trésors qu'il ne fera plus que languir si vous lui en refusez la permission. Le roi tomba dans une profonde tristesse. Je ne puis imaginer, dit-il, ce qui lui remplisse la tête de toutes ces chimères. Je souffre de le voir en cet état. Au fond, répliqua la reine, il a combattu le dragon, il l'a vaincu. Peut-être qu'il réussirait de même. J'ai quelquefois des pressentiments justes. Le cœur me dit que son entreprise sera heureuse. De grâce, mon frère, ne vous opposez point à son zèle. Il faut l'appeler, ajouta le roi, et lui représenter tout au moins ce qu'il hasarde. Voilà justement le moyen de le faire désespérer, répliqua la reine. Il croira que vous ne voulez pas qu'il parte. Et je vous assure qu'à l'égard de le retenir par aucune considération qui le concerne, il ne le fera pas. Car je lui ai déjà dit tout ce qui se peut imaginer dans une telle occasion. Eh bien, s'écria le roi, qu'il parte. J'y consens. La reine, ravie de cette permission, appela Fortuné. Chevalier, lui dit-elle, remerciez le roi. Il vous accorde la permission que vous désirez tant d'aller trouver l'empereur Matapa et de lui faire rendre de gré ou de force nos trésors qu'il a enlevés. Préparez-vous-y avec la même diligence que vous eûtes pour aller combattre le dragon. Fortuné, surpris, reconnut à ce trait la fureur de la reine contre lui. Cependant il sentit du plaisir à pouvoir donner sa vie pour un roi qui lui était si cher, et, sans se défendre de cette extraordinaire commission, il mit un genou en terre et baisa la main du roi, qui était de son côté très attendri. La reine ressentait une espèce de honte de voir avec quel respect il se voyait condamné à affronter la mort. Serait-ce, disait-elle en elle-même, qu'il aurait pour moi de l'attachement, et que, plutôt que de me dédire de ce que j'ai avancé de sa part, il souffre le mauvais tour que je lui joue sans se plaindre? Ah, si je pouvais m'en flatter, que je me voudrais de mal de celui que je vais lui faire. Le roi parla peu au chevalier. Il remonta à cheval, et la reine dans sa calèche, feignant de se trouver encore mal. Fortuné accompagna le roi jusqu'au bout de la forêt. Puis, y entrant pour y entretenir son cheval, il lui dit « Mon fidèle camarade, c'en est fait. Il faut que je périsse. La reine vient de m'en ménager une occasion à laquelle je ne me serais jamais attendu de sa part. » « Mon aimable maître, répliqua le cheval, cessez de vous alarmer. Bien que je n'ai pas été présent à ce qui s'est passé, je le savais il y a longtemps. L'ambassade n'est pas si terrible que vous l'imaginez. Tu ne sais donc pas, continua le chevalier, que cet empereur est le plus colère de tous les hommes, et que si je lui propose de rendre tout ce qu'il a pris au roi, il ne me fera point d'autre réponse que de m'attacher une pierre au cou et de me jeter dans la rivière? Je suis informé de ces violences, dit Camarade. Mais que cela ne vous empêche pas de prendre vos gens avec vous et de partir. Si vous y périssez, nous périrons tous. J'espère cependant un meilleur succès. Le chevalier, un peu consolé, revint chez lui, donna les ordres nécessaires, et alla ensuite prendre ceux du roi et ses lettres de créance. Vous direz de ma part à l'empereur, lui dit-il, que je redemande mes sujets qu'il retient en esclavage, mes soldats prisonniers, mes chevaux dont il se sert, et mes meubles avec mes trésors. Que lui offrirai-je pour toutes ces choses? Dit Fortuné.
Rien, répliqua le roi, que mon amitié. Le jeune ambassadeur ne fit pas un grand effort de mémoire pour retenir son instruction. Il partit sans voir la reine. Elle en parut offensée, mais il avait peu de choses à ménager avec elle. Que pouvait-elle lui faire dans sa plus grande colère qu'elle ne lui fit pas dans les transports de sa plus grande amitié? Une tendresse de ce caractère lui paraissait la chose du monde la plus redoutable. Sa confidente, qui savait tout le secret, était désespérée contre sa maîtresse de vouloir sacrifier la fleur de toute chevalerie. Fortuné prit dans le coffre de Maroquin tout ce qui lui était nécessaire pour son voyage. Il ne se contenta pas de s'habiller magnifiquement. Il voulut que ces 7 hommes qui l'accompagnaient fussent très bien mis. Et, comme ils avaient tous des chevaux excellents, et que Camarade semblait plutôt voler en l'air que courir sur la terre, ils arrivèrent en peu de temps à la ville capitale où demeurait l'empereur Matapa. Elle était plus grande que Paris, Constantinople et Rome ensemble, et si peuplée que les caves, les greniers et les toits étaient habités.